Bon, ben, on va démarrer avec... bon, merci d'être là, parce que je sais que c'est difficile entre le décalage horaire de la métropole, la soirée, etc. Donc merci. Et puis merci aux organisateurs pour le temps que vous nous confiez d'échange. Alors, on ne s'était pas parlé avec les collègues qui ont fait des conférences hier, mais c'est un peu dans la même tonalité, c'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour vous présenter des choses bien construites, mais plutôt pour échanger avec vous sur la manière dont on envisage des questions d'écologie et notamment comment on attrape cette question de l'écologie par l'écologie des temps ou l'écologie temporelle qu'on va essayer de déployer avec vous. Donc Serge Volkov aussi est avec nous en pensée, enfin je ne sais pas encore à cette heure-là complètement, mais enfin bientôt, et donc il a participé à construire cette conférence. On a fait juste 2 diapos. Donc c'est la deuxième. Donc vous avez le titre de notre présentation pour essayer de suivre. Donc pas d'animation, donc tout va très bien se passer. Le premier point autour des aspirations à une écologie temporelle, on va revenir un peu sur ce qu'on entend par là, et puis peut-être aussi revenir sur la genèse de nos premiers échanges à Troyes, parce que quand le thème du congrès a été annoncé, Serge Volkov et moi venions de terminer le bouquin dont peut-être certains ont entendu parler, le travail pressé pour une écologie des temps du travail, dans lequel nous défendons l'idée que la compréhension des mécanismes pouvant conduire au travail pressé, pouvant conduire certains à ressentir cette urgence permanente, à la fois le ressentir physiquement, psychologiquement, socialement, cette accélération du temps, cette urgence permanente. Si on veut tenter de la comprendre, ça passe par un changement de perspective dans notre conception du temps. Le travail pressé, c'est en fait le résultat d'un enchevêtrement de temps qui ne s'accorde pas. C'est tenir en même temps le respect des cadences ou des calendriers, la qualité du travail, échanger avec les collègues, anticiper, se former, ne pas s'user, etc. Et ça ne devient pas possible, ou pour le moins difficilement soutenable. Et ça renvoie, enfin, je pense que ça fait écho à ce que François Hubaut disait hier en introduction de son symposium autour du modèle industriel. Et je pense que ça a vraiment à voir avec ça, y compris dans des activités de service. Et finalement, ce qu'on constate aussi, c'est que ce travail pressé n'est plus une caractéristique exceptionnelle du travail, mais plutôt un régime temporel, durable, que nous avons donc appelé le modèle de la hâte. Et l'idée du modèle, c'est le fait que c'est présenté comme quelque chose d'inéluctable, non négociable. Si on ne fait pas ça, on va mourir, hein, l'entreprise va pas survivre au temps du marché. Alors, c'est une conception assez sombre du travail contemporain, mais finalement, la proposition d'analyser le temps dans sa pluralité, hein, le fait qu'il y en a plusieurs et pas qu'un seul, ça permet de ne pas dissocier le contenant du contenu, et ça ouvre ainsi à des perspectives de penser autrement les conditions temporelles du travail. Pour le dire d'une autre manière, revendiquer l'existence d'une multiplicité temporelle contre un temps unique qui s'imposerait à nous revêt une certaine dimension de liberté, d'émancipation, puisque c'est un mot qui a été aussi employé hier, d'autonomie dans l'aménagement de nos différents rythmes de vie. Et ces aménagements faire que nos temps de vie s'harmonisent. Alors, Alain n'est pas là, Alain Garrego n'est pas là, mais on discutait hier matin de ce que pouvait être l'idée de la santé, donc peut-être une piste autour de l'harmonisation des temps de la vie. Donc ces aménagements correspondent à ce que William Grossin, donc, qui était sociologue, appelait une écologie temporelle, et il l'envisageait en fait comme un programme de recherche dans les sciences sociales, chaque discipline pouvant contribuer à porter sa part à ce projet d'écologie temporelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il proposait ce programme avec une posture épistémologique que les sciences humaines et sociales pouvaient partager sur cette question de l'écologie temporelle. C'est l'idée que
l'action précède la temporalité. L'action fabrique la temporalité, temporalise le temps, et donc c'est ce qui va marquer nos pratiques temporelles. Donc il y a à la fois un temps qui nous est imposé, mais nous fabriquons de la temporalité par nos actions, et ça je pense que c'est une posture qu'on peut partager en ergonomie. Donc voilà, donc en même temps que Serge Volkoff et moi rédigions cet ouvrage, nous nous rendions compte de nos manques aussi. En racontant nos expériences d'ergonomes, nous saisissions les temps du travail en délaissant les autres, ceux qui étaient situés hors champ du travail. Et la question, c'est ces temps hors champ du travail, sont-ils finalement si étrangers que ça au travail? Ne sont-ils pas eux aussi impliqués dans un projet individuel et collectif d'écologie des temps? Si on parle d'écologie des temps, peut-on évacuer en fait finalement ces temps qui se situent hors champ du travail? Donc les collaborations avec Valeria Vieira-Giraldo dans le cadre de sa thèse nous font cheminer dans ces réflexions, et c'est celle-ci en fait que nous souhaiterions évoquer avec vous aujourd'hui. Alors petit détour quand même pour dire que évidemment on ne pense pas ici que ce hors-travail est ignoré des ergonomes. Les travaux sur les horaires atypiques ont montré depuis longtemps leurs effets sur la vie sociale et familiale et l'imbrication de ces temps. Alors je ne peux pas tous les citer, mais au moins citer quelques points de repère. Il y a dans l'ouvrage collectif le travail au fil de l'âge qui était paru en 1996, dont il y a quelques contributeurs et contributrices dans la salle. Charles Gadebois rappelait comment les événements de la vie personnelle étaient étroitement imbriqués au parcours professionnel en horaire de nuit. Dans une période plus récente, Béatrice Barthes a montré, elle avait présenté ça lors d'un séminaire au CREAPT, montré comment dans une société de nettoyage, il y avait des activités de conciliation pendant le temps de travail et que ça dépendait beaucoup des horaires, de la situation familiale et aussi du genre. Cette perméabilité des temps a été également mise en lumière, je pensais aux travaux d'Alain Garrigou, déjà avec une anthropologue dans mon souvenir, sur les exploitations familiales agricoles, où on voit que ces différents temps sont étroitement entremêlés. Et puis je pense aussi à Jacques Curie, alors, qui était plus en psychologie sociale, mais qui, dès les années 80, début 90, parlait d'une approche systémique des sphères de vie et qui montrait comment chacune était contrainte et ressource pour l'autre ou pour les autres. Donc c'est pas, j'en oublie d'autres, hein, c'est pas une nouveauté, mais peut-être qu'il y a des nouveautés dans le champ des attentes sociétales ou un peu plus macro-sociales qui remettent sur le devant de la scène cette idée d'imbrication des temps, avec notamment au croisement de la crise écologique et de la crise du sens du travail dont on parle largement depuis quelques mois maintenant. Alors on peut, parmi ces attentes, on peut citer l'extension du télétravail à domicile, qui est vu avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs comme une opportunité d'améliorer la qualité de vie à l'échelle individuelle et collective, réduire les temps de déplacement, mieux concilier les activités au fil de la journée. On peut penser aussi au débat actuel sur la semaine des 4 jours, où, alors avec des postures très contrastées sur le sujet, réduire le temps de travail ou le condenser pour dégager du temps libre, entre guillemets, qui serait libéré. Établir des frontières nettes entre travail et hors travail, ou au contraire les entrecroiser. Hein, on voit que ce sont des débats politiques aujourd'hui qui nous animent. On peut penser aussi à toutes les difficultés de recrutement dans certains secteurs qui montrent des attentes sur un travail soutenable, qui fasse sens, y compris avec des attentes en matière de RSE. Et puis on peut aussi citer les débats qui ont eu lieu sur la réforme des retraites, qui ont montré que l'âge de départ n'était pas qu'une affaire économique, mais dépendait aussi du travail passé et actuel, et puis aussi que le temps futur de la retraite n'est pas un temps inactif, et qu'il est difficile de l'opposer frontalement à la question du temps de travail. Donc l'émergence de ces attentes vont dans le sens de ce que Patricia Vendramin et Dominique Méda, donc sociologie, philosophie, appellent une conception polycentrique de l'existence. La formation de l'identité et de l'organisation personnelle et sociale, c'est ce qu'elles défendent, hein, des personnes seraient moins dépendantes du temps du travail,
et elle se jouerait plus dans la possibilité de tenir conjointement plusieurs projets dans différents registres de vie. Le projet professionnel, finalement, en constituant un, ça veut pas, on minore pas du tout le poids de ce temps du travail, mais c'est un parmi d'autres. Et la question, c'est de savoir comment ils s'articulent entre eux, comment ils peuvent s'épauler plutôt que rentrer en concurrence. Et ce sont des attentes fortes du côté de ce côté-là. Donc ce sont, d'une certaine manière, on pourrait qualifier ces attentes des attentes d'écologie temporelle qui questionnent une catégorisation assez simplifiée des temps de la vie, où il y aurait d'un côté le temps de travail et puis le temps hors travail. Alors, ce qui est assez, faut quand même souligner que cette catégorisation du temps hors travail, en fait, est faite en référence au temps de travail. Et puis, elle sert à accueillir des temps extrêmement différents qu'on réunit sous cette grande catégorie. Donc, le temps de travail, en fait, ce serait le temps étalon. Et puis, le hors travail, c'est tout ce qui va pas, tout ce qui rentre pas dedans. Donc, comment ces attentes viennent-elles percuter notre démarche en ergonomie et que pouvons-nous en faire, ou peut-être rien en faire, je ne sais pas. En tout cas, comment sortir d'une vision dichotomique travail-heure-travail qui est finalement assez enfermante dans la manière de réfléchir à ces questions. Alors, William Grossin, lui, ouvrait une voie, celle de l'examen de nos pratiques temporelles au fil de notre temps biographique, sans distinguer a priori ce qui relève du travail ou pas, sans vouloir les séparer a priori, ou peut-être, on verra avec les travaux de Valéria, peut-être les séparer, mais comme étant plutôt le résultat de l'action individuelle et collective, plutôt que l'idée de vouloir les séparer a priori. Alors, tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant, une fois que j'ai dit ça, mais c'est un objectif qui nous anime ici. Et donc, Valéria et moi souhaiterions mettre en résonance des travaux en ergonomie, alors ici, issus du travail pressé sur lequel je vais revenir assez rapidement, et des travaux en sociologie, notamment issus de sa thèse, pour voir comment on peut travailler ces questions en les pensant comme une articulation, comme un travail d'articulation entre les différents temps de la vie. Alors, le titre de la conf se termine par question pour l'ergonomie parce qu'on est à la self, mais ce sont aussi les ergonomes qui peuvent venir questionner les sociologues, et il faut que ça marche aussi dans les deux sens. Alors, parce que la sociologie s'est intéressée depuis très longtemps, elle a des champs d'intérêt qui ne concernent pas du tout le travail. On peut parler à la sociologie, penser à la sociologie de la famille, du vote, des pratiques culturelles, etc. Puis elle a commencé à s'intéresser à la conciliation, et pas forcément à l'articulation, à la conciliation des temps de la vie, et notamment avec les travaux sur le genre qui ont beaucoup alimenté ces questions-là. Mais on peut aussi regarder et s'interroger sur le fait que le travail concret peut être perdu de vue quand on pense à cette conciliation. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir penser cette conciliation, et Valéria le pose avec l'idée d'articulation, et à le penser comme un travail, ce qui permet de ne pas lâcher le travail concret de vue. Donc voilà, et on verra aussi que le travail de Valéria s'y est intéressé sous l'angle des ressorts de la santé, des ressorts de santé qui sont à cette articulation des différents temps de la vie. Je vais poursuivre avant de passer la parole à Valéria pour commencer à cheminer vers cette question de ce que pourrait faire l'ergonomie dans ces d'articulation ou dans cette écologie temporelle. C'est de nous interroger, Serge et moi, sur finalement, est-ce que le modèle de la hâte que nous mettons en avant, est-ce qu'il touche que le temps du travail? Et c'est pas du tout certain. La manière dont on a présenté le modèle de la hâte, on a dit que ça débouchait, ce modèle de la hâte débouchait sur des formes d'intensification du travail qui opéraient un certain nombre d'opérations sur notre temps passé au travail. C'est un temps qui est densifié, donc occupé à plein temps, avec pas de temps mort, etc. C'est un temps qui peut déborder, alors subjectivement et aussi concrètement avec la montre. On n'a pas assez de temps pour tout faire. C'est aussi également un temps ubiquitaire, surtout avec les technologies de l'information, de la communication, qui nous donnent quand même un super pouvoir, c'est d'être dans plusieurs endroits en même temps. Et puis, c'est aussi des contraintes plus subjectives. Hein. C'est un temps qui est souvent assigné quand la qualité est prescrite et standardisée. Pardon. C'est un temps consigné parce qu'il faut rapporter le travail qu'on a fait avec un certain nombre d'indicateurs. Et puis, c'est un temps enfermé
dans le sens où cette espèce d'accélération du temps, en fait, nous coupe de notre passé, de la possibilité de convoquer notre expérience dans le moment présent, et aussi peut nous couper sur le futur en réduisant nos capacités à l'imaginer et à le construire. Alors, cette intensification qu'on observe dans le champ du travail, elle peut conduire à des risques de désynchronisation des temps. Et cette désynchronisation, elle peut se jouer dans différents registres de la vie. Alors, elle se joue au travail. Alors, sans dévoiler trop le travail d'une collègue qui achève sa thèse, Camille Bachellery, là, qui la soutient, je fais un peu de publicité, qui la soutient en décembre. Elle a regardé l'introduction du management agile dans un département d'ingénierie de conception. Et en fait, elle montre comment l'agile ne vient pas remplacer l'organisation du travail préexistante, mais vient plutôt s'ajouter. Et en fait, on est dans un espèce de millefeuille organisationnel où cohabitent plus ou moins bien différentes formes d'organisation du travail, et chacune est porteuse de butées temporelles différentes, d'interlocuteurs différents, de procédures de prise de décision différentes, etc. Et en fait, ces ingénieurs de conception passent beaucoup de temps à tenter de synchroniser ces différentes organisations du travail. Ça devient un travail en soi. Et avec le risque, s'ils lâchent, tout soit désynchronisé, y compris leur propre activité. Et on en voit certains d'ailleurs qui donnent des signes d'épuisement professionnel. Mais ce modèle de la hâte ne s'arrête pas à la porte du bureau ou de l'atelier, et le risque de désynchronisation peut apparaître aussi avec d'autres temps de la vie. Alors là, on peut aller voir notamment des travaux de sociologues qui montrent comment l'intensification du travail s'accompagne souvent d'une flexibilisation du temps de travail qui n'est pas forcément officialisée dans le contrat de travail. Ça déborde, on ramène du travail chez soi, on connaît tous très bien ça ici. On travaille le week-end ou le soir, etc. Et en fait, le sociologue Laurent Lénard montre que ça touche évidemment nos autres temps sociaux, les temps sociaux de la famille ou du conjoint ou de la conjointe. Et il le montre notamment dans ce qu'il appelle dans les familles avec des couples biactifs, qui est un modèle relativement courant, avec des horaires de travail respectifs qui sont désynchronisés entre eux et avec les autres temps sociaux. Et en fait, il montre comment ça a des incidences sur la possibilité de ce qu'il dit pouvoir faire famille, et finalement touche pas n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, et a plutôt tendance à renforcer les inégalités dans ce qu'il appelle les classes populaires. Nouvelles formes d'inégalités qui peuvent apparaître. Ce modèle de la hâte aussi peut réduire les marges de manœuvre pour articuler ces différents temps. Alors, durant le temps de travail et en dehors du temps de travail officiel, celui du contrat de travail. Donc, dans le temps de travail, ce modèle de la hâte, il empêche en fait la porosité qu'on tente quand même de mettre en place avec la vie personnelle. Vous savez, ce sont les petites pauses qu'on peut prendre pour souffler, sont le coup de fil qu'on va passer pour savoir si les enfants sont bien arrivés à l'école, pour gérer un rendez-vous médical, etc. Et donc, ce modèle de la hâte fait que ça devient de moins en moins possible de faire ces micro-régulations. Alors, soit elle empêche cette porosité, mais ce modèle de la hâte, il peut aussi, de notre côté, sursolliciter cette porosité, et notamment au détriment de la vie personnelle. Donc on parlait du débordement du travail qui peut arriver, et on notera qu'un certain nombre de travaux de sociologues montrent aussi que c'est une affaire très genrée, et notamment des sociologues, Guillaume Tiffon et Lucie Goussard, qui ont travaillé dans le milieu des cadres, ingénieurs et chercheurs. Donc là, on peut se sentir concerné, qui montrent que quand le travail déborde pour les hommes, ces derniers peuvent souvent compter sur le soutien de leurs compagnes et enfants, en plus d'un espace de travail dédié à domicile, là où pour les femmes, la réciproque est plus rare. Et par ailleurs, ce surtravail est moins bien vu quand il concerne les femmes que les hommes, et donc elles ont un travail supplémentaire, celui de le masquer, pour que ça se passe au mieux.
Et cette sursollicitation peut toucher également notre engagement subjectif. Alors on parle de l'éthos du care, hein, on en a un peu parlé hier, cette question de la bienveillance qu'on requiert, mais finalement cette question de la bienveillance, elle ne touche plus que le métier du care, elle touche à de nombreux milieux professionnels et elle est notamment sollicitée, voire exigée auprès des encadrants de proximité, hein, qui doivent faire preuve de bienveillance vis-à-vis de leurs équipes sans forcément avoir toujours les moyens pour le faire. Il y a ce qu'on appelle le travail émotionnel qui est exigé pour satisfaire notamment les clients ou usagers. Et ce travail, l'émotion des travailleurs est mobilisée avec des manières de la fabriquer, de la gérer, de la contrôler. Et elle est exigée dans le travail, mais cette gestion de l'émotion est aussi exigée de plus en plus dans les sphères de la vie privée. C'est aussi l'usage d'outils de rationalisation du temps qui se diffusent en dehors du temps de travail. Valéria en parlerait mieux que moi, mais elle a regardé l'usage de ce qu'elle a appelé, enfin de ce qu'on appelle les bullet journal. Donc ce sont des manières de se quantifier. C'est la quantification de soi avec des indicateurs de performance sur combien de pas on fait, comment on organise son temps de vie personnel, est-ce qu'il est rentabilisé, etc. Donc pour reprendre le vocabulaire de William Grossin, on pourrait dire que ce modèle de la hâte est partie prenante d'une culture temporelle entendue comme système de représentation collective du temps dans lequel nous évoluons. Et il modèle ce que Grossin appelle l'équation temporelle, notre équation ou nos équations temporelles, en touchant les différents ingrédients de ce qui compose cette équation temporelle. Il y a ce qu'il appelle l'orientation temporelle, c'est notre capacité à pouvoir nous situer temporellement. Et quand on regarde les ingénieurs de conception de Camille Bechelleri, parfois ils ne savent plus où ils sont, étant dans 3 ou 4 réunions en même temps, par exemple. C'est ce qu'il appelle, dans cette équation temporelle, il y a ce qu'il appelle l'horizon temporel, c'est notre capacité à convoquer une étendue large de notre passé et à convoquer le futur. Cela touche à notre disponibilité, notre capacité à accueillir des temporalités qui nous sont externes. Ça touche à la gestion temporelle, à la manière dont on programme et priorise nos différents temps, et à notre création temporelle, c'est-à-dire du temps qui ne serait absolument pas compté, du temps libre, replié sur soi, nous dit-il. Donc évidemment, ça peut produire ce que d'autres auteurs ici en psychopathologie du travail, on pense à Sivadon et Fernandez-Oila, parlaient des maladies du temps, et donc c'est bien le sujet, et ça peut dégrader la santé. Donc est-ce que nos pratiques temporelles, finalement, si on les regarde d'un peu plus près, elles ne montrent pas une appétence à construire un écosystème du côté de l'alliance des temps plutôt que leur concurrence. Alors Serge Volkov et moi avons qualifié les travailleurs d'ingénieurs des temps à la recherche d'une promotion des temps qui comptent dans leur activité. Donc on a évoqué parmi ces temps qui comptent le temps de la transmission, qui est un échange collaboratif sur le temps long, le temps pour construire collectivement avec les autres, et pour renvoyer à ce que disait François Hibou hier, les autres sont de multiples figures, sont les collègues, la hiérarchie, les usagers, les clients, etc. C'est le temps pour créer en vue de s'approprier le temps, c'est le temps pour élaborer un parcours professionnel. On a rapporté de nombreuses situations, de récits de terrain où on essayait de déployer ces différents temps qui comptent, comme le temps m'est compté. Je ne vais pas le faire de manière trop importante, mais on pense par exemple dans tous les milieux professionnels, on peut penser aux jeunes ouvriers du BTP ou aux compagnons de l'aéronautique qui préparent leur mobilité, leur prochain poste, en prenant du temps en plus de leurs tâches actuelles pour déjà aller faire des tâches sur le prochain poste, se montrer qu'on est disponible, prêt à se former, etc. On pense aux travailleurs ou aux travailleuses expérimentées et plus âgées qui développent des stratégies pour demain, c'est-à-dire pour pouvoir durer et rester dans leur poste de travail. On pense aux aides-soignantes qui collectivement se dégagent du temps pour accueillir une stagiaire et pour pouvoir la former, ou aux encadrants de proximité qui essayent de combiner santé et développement des compétences pour proposer des mobilités intéressantes aux personnes qu'ils encadrent. Ce sont des tentatives de reprendre la main sur nos équations temporelles,
personnelle et celle des autres aussi, collègues, clients ou usagers. Alors nous, on a parlé d'ingénierie des temps et Valéria a regardé cette affaire-là en parlant d'articulation des temps, en considérant cette articulation comme un travail en soi, et donc à explorer les marges de manœuvre des individus dans leurs engagements au travail et dans ce fameux hors-travail, et comment ils composent avec les ressources et les contraintes de leur milieu respectif. Je laisse la place à Valérie. Bonjour à toutes et tous, hein. Merci d'accueillir une sociologue parmi vous. Alors, comme disait Corinne, la question du travail d'articulation, c'est une des questions qui a démarré ma thèse. Donc l'idée, c'est de s'intéresser aux pratiques, donc à l'activité pour vous, d'articulation, donc pour comprendre ce phénomène social et la manière en fait dont il varie en fonction des groupes sociaux. Donc si ça change en fonction de l'âge, du sexe, des catégories socio-professionnelles, du statut d'emploi, etc. Donc c'est d'ailleurs dans le cadre de cette démarche inductive que nous parlons, que je parle d'articulation et non pas de conciliation, bien que ce soit le terme d'usage le plus fréquent, le plus commun. Donc en fait, une multitude de recherches ont signalé le caractère genré en fait du terme conciliation, un usage au féminin qui associe en fait les représentations qu'on y attribue comme si c'était un problème qui touchait exclusivement des femmes, et plus particulièrement en fait des femmes plutôt jeunes, avec des enfants en bas âge, et qui occupent des emplois de cadre, et notamment qui font un travail qui, quelque part, rêvait d'une reconnaissance sociale. Donc, autrement dit, en fait, en employant le terme conciliation, on laisse un peu de côté les autres, c'est-à-dire comme si la conciliation ne concernait pas les hommes ou les personnes qui sont en dehors de des âges de maternité, de parentalité, et encore les travailleurs et les travailleuses d'exécution. Donc, c'est pour ces raisons que nous avons choisi d'employer le terme articulation et d'approcher en fait le phénomène par les pratiques et non pas par les populations qui seraient, entre guillemets, a priori, les plus concernées par ce phénomène. Donc, pour finir avec les précisions terminologiques, on choisit également d'employer le terme de travail d'articulation, là où, vu qu'on s'intéresse aux pratiques, aux activités d'articulation, on pourrait aussi employer d'autres termes. Mais l'idée ici, c'est de faire directement allusion aux dimensions plus sociopolitiques des pratiques d'articulation, qui demeurent en fait invisibles, comme vous allez le voir par la suite de la présentation, mais aussi qui sont souvent individualisées, attachées strictement à l'individu et qui ne revêtent pas du tout d'une reconnaissance sociale. Donc hier, avec justement la présentation en début d'après-midi, on parlait des produits du travail. Donc on pourrait approcher l'articulation comme le produit du travail d'articulation et le voir comme quelque chose qui se crée et pas qui agit comme par magie. Les choses ne s'articulent les unes après les autres toutes seules. Donc, étant donné justement qu'il s'agit d'un travail invisible, on a dû mettre en place tout un protocole d'enquête pour l'attraper, pour le rendre visible. Et c'est un protocole d'enquête qui d'ailleurs vient piocher un petit peu de la méthodologie ergonomique, donc, où j'emploie des entretiens qu'on peut qualifier avec un entretien de confrontation avec un outil intermédiaire et bien sûr de la méthodologie sociologique avec des entretiens semi-directifs. Donc, j'ai réalisé 2 entretiens avec tous mes enquêtés. Donc, un premier entretien qu'on peut qualifier de biographique, où je demandais aux enquêtés de me raconter leur parcours pour aussi comprendre en fait qu'est-ce qu'ils articulent, s'ils articulent vie familiale ou plutôt travail et loisirs, etc. Et ce qui me permettait aussi de m'intéresser à leur travail aujourd'hui, à ce qu'ils faisaient et leur rapport à ces activités-là. Et un deuxième entretien qui était réalisé quelques jours après, où on co-réalisait ensemble un carnet temporel. Donc, c'est une méthodologie qui est inspirée de l'enquête emploi du temps de l'INSEE. Donc, je leur demandais de me décrire toutes leurs activités, les unes après les autres, donc en suivant la trame du temps, du réveil au coucher pendant 2 jours. Donc, ça me permettait d'avoir à la fois les activités qu'on peut qualifier, comme on disait tout à l'heure, de hors travail, mais aussi la journée de travail à l'intérieur, et de prendre donc la question de l'articulation par les pratiques concrètes. Donc j'ai pu rencontrer 46 enquêtés 2 fois,
dans une entreprise industrielle et une autre qui est plutôt dans le secteur des services. Et ces personnes donc, correspondaient aux ambitions initiales de la recherche, c'est-à-dire des hommes et des femmes, d'âges variés, des jeunes et des moins jeunes, des personnes qui étaient en couple ou qui étaient célibataires, qui avaient des enfants, qui n'avaient pas forcément d'enfants, ou encore qui avaient des enfants mais qui étaient déjà partis du domicile familial. Et donc, la caractéristique qui vient homogénéiser ces deux terrains, c'est plutôt celle de l'emploi. En fait, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger étaient en CDI, avaient soit des fortes anciennetés, soit avaient moyen de faire carrière, on va dire, dans ces entreprises. C'est des salariés qu'on peut qualifier comme appartenant à la catégorie de salariat stable. Et donc, qui peuvent aussi, en fait, travailler leur articulation, se projeter, en fait, sur leur avenir. Ils ne sont pas un peu sur le qui-vive de comment je m'organise pour, voilà, vivre demain, quoi. Et donc, bon, voilà, ces précisions terminologiques et méthodologiques étant faites, je peux maintenant vous présenter quelques résultats de ma recherche. Donc, je vais d'abord vous parler des stratégies que j'ai identifiées comme composant le travail d'articulation, et ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails avec 2 cas. Donc, parmi les stratégies qu'on a identifiées, il y en a 4. Donc, la première stratégie est plutôt celle d'un travail de désarticulation, des séparations des sphères. Donc, en fait, il s'agit de plutôt les actions en vue d'éviter des débordements, donc d'éviter qu'une sphère envahisse ou vienne empiéter négativement plutôt une autre, à contenir, voire même à désarticuler. Du coup, là, il s'agit avant tout on essaye de limiter les débordements professionnels sur une autre sphère. La deuxième stratégie, celle qui on peut, en vue de de rendre fluide en fait l'articulation, donc des propres sphères d'activité d'un individu. Donc, il s'agit ici de faciliter le déroulement d'activités pour que tout se déroule comme si on était dans un même milieu, sans anicroche, qu'on puisse passer du travail professionnel à personnel, voilà, sans qu'il y ait vraiment une rupture. Donc, on retrouve dans cette stratégie plutôt des optimisations qui prennent place dans le travail domestique ou dans le travail de reproduction des individus. Donc, reproduction au sens reproduire sa force de travail. Et donc, en fait, c'est le fait de rendre plus fluide, le fait de faire des courses, les repas, l'habillement, les préparations le matin avant de partir au travail, voilà, que ça roule, que ce soit rapide, quoi. Et ensuite, la troisième stratégie est celle d'un travail d'articulation en vue de composer avec les configurations temporelles des autres. Donc, en fait, il est plutôt question ici d'une synchronisation ou désynchronisation avec les activités voilà, des proches. Donc, que ce soit des proches du milieu professionnel, les collègues, l'équipe de travail, ou encore les proches du milieu personnel, la famille, etc., les amis. Donc ici, on va voir en fait tout un ensemble d'actions pour voilà, s'ajuster aux temporalités des autres, essayer de trouver une meilleure manière de s'adapter à des contraintes et à des changements. Et enfin, la dernière et quatrième stratégie est celle d'un travail d'articulation en vue d'exercer une compensation. Donc en fait, on retrouve ici un peu la volonté de rétablir un équilibre par rapport à un débordement d'un travail d'articulation, de désarticulation qui aurait pu se mener avec difficulté. Donc en fait, c'est plutôt les temps de pause qu'on va voir, que ce soit au travail ou en télétravail, voire même les week-ends ou les congés, où les enquêtés en tout cas vont essayer de se créer des sas de compensation, de recharge, et notamment dans le but de faire tenir dans la durée. Donc, vous imaginez bien que ces registres ne sont pas exclusifs, ils sont poreux. Chacun peut en utiliser plusieurs, voire même de changer de registre de travail d'articulation à un moment donné, et qui a des caractéristiques générales en fait, qui traversent ces 4 registres stratégiques. Donc, notamment la durée, par exemple, il peut y avoir des actions qu'on engage à court terme ou à long terme. Donc, c'est-à-dire, pour vous donner un exemple concret, quand on décide de passer à temps partiel, voilà, on le décide à un moment donné, mais ça va durer pour les années à venir, ou de déménager à côté du travail, comme il peut avoir un travail d'articulation voilà, qui est plutôt ponctuel. Il y a aussi également des dimensions qui traversent tous ces registres
et qui sont nécessaires à leur bon déroulement. Donc, par exemple, l'anticipation, la communication ou voire même la question de la construction des compétences via l'expérience ou la socialisation. Donc, que ce soit pour se dégager progressivement du temps pour une autre activité ou encore juste pour se rassurer et améliorer progressivement la mise en place de l'activité en cours. Donc, il y a juste une dernière dimension transversale que je voulais mentionner, et celle de la qualité. On peut également retrouver une volonté de rendre plus agréable, plus facile à vivre un moment, une action. Donc, avec la difficulté justement que parfois des choses qui sont difficiles ou complexes peuvent également être vécues comme agréables et être stimulantes. Donc, en définitive, ces registres stratégiques qui composent le travail d'articulation sont fortement en écho avec l'équation temporelle de William Grossin qu'évoquait Corinne précédemment. Donc, on voit que ces registres stratégiques sont déployés dans le but d'articuler ou de désarticuler et qui mélangent à la fois différentes temporalités, le présent et le parcours biographique, et aussi qui contribuent à la construction de son propre temps, donc la fameuse écologie temporelle qu'on évoquait précédemment. Donc, on va bien au-delà de cette dichotomie de travail et hors travail. L'individu est ici acteur de ces temporalités et il construit son articulation en composant avec ses contraintes et ressources. Donc, pour illustrer plus concrètement ces registres et pour arriver au travail concret, je vais donc vous parler de deux cas qui ont des profils sociodémographiques assez différents et notamment des rapports au travail presque opposés en fait. Je vais d'abord vous parler du cas d'Emeric, donc qui est un cadre ingénieur de 47 ans qui est en couple non cohabitant. Et ensuite, je vais vous parler de Claire, qui est une technicienne de 38 ans qui habite avec son mari et fils de 2 ans et demi chez son propre père. Donc, Emeric, il est spécialiste technique. C'est une sorte d'expert dans son entreprise. Donc, lorsqu'il y a un problème dans la chaîne de production, c'est Emeric qu'on peut contacter parmi d'autres pour nous aider à le résoudre. Donc, c'est une activité qui, du coup, est souvent imprévisible pour lui. Il est sollicité, il ne peut pas anticiper quand il sera sollicité. Et il est sollicité le long de journée. Il fait beaucoup de réunions, mais il peut aussi répondre à des sollicitations par téléphone, voire même un petit passage dans son bureau, un petit échange au bout d'un couloir, etc. Donc, c'est à la fois des participations formelles, mais c'est beaucoup d'imprévisibilité dans son activité. Et ce n'est pas forcément des sollicitations qui peuvent durer 3 minutes, 5 minutes. Ça peut également s'étaler dans le temps. Tout le long d'un projet, on va le solliciter, etc. Donc, c'est une activité que si Emeric ne travaille pas pour l'imiter, en fait, elle peut être très accaparante et venir coloniser presque tous ses temps. Il ne peut tout à fait jamais s'arrêter de travailler, pour le dire autrement. Donc, on retrouve chez lui un travail de désarticulation. Donc, même si pour Emeric, en fait, la sphère d'activité centrale est celle du travail. Donc, son travail n'est pas seulement un gagne-pain pour lui. Il dit aimer son travail, que ce soit sur le volet technique, mais aussi sur le volet relationnel, auquel il accorde énormément d'importance, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, dire que ce travail occupe une place centrale pour Emeric, c'est même pas rendre honneur à ses paroles. Donc, il dit, qu'on le veuille ou non, on y passe au moins 8 heures par jour, que ce soit plus exactement... je ne sais plus exactement quelle est la phrase, mais en gros, trouve-toi un travail où tu as l'impression de ne pas aller bosser et tu seras heureux. Donc ça, c'est un peu sa manière d'approcher le travail. Donc, cela dit, en fait, le caractère imprévisible de son activité la rend vraiment difficilement maîtrisable et ça tend à déborder. Ce qui est source de difficultés pour Emeric. En fait, il a fait l'expérience de 3 burn-out, 2 qu'il qualifie des mini burn-out, parce que c'était juste des arrêts de quelques semaines, et un long arrêt de travail dans ses 21 ans d'ancienneté dans cette entreprise industrielle. Donc, il se trouve, il estime que son travail est passionnant, mais il estime tout de même que le travail doit rester à sa place. Donc, je le cite encore une fois, « Je me suis toujours donné pour principe que quand je quitte le boulot, je quitte le boulot. » Et quand je lui demande pourquoi il retient ce principe et non pas un autre, il m'a dit c'est pour pas devenir fou. Donc, pour ce faire, pour pas devenir fou, il doit mettre en place plusieurs actions pour essayer de maîtriser, de contenir le travail. Donc déjà, il dit ne pas amener d'ordinateur portable chez lui le soir, et quand il est en télétravail, de le fermer pour marquer vraiment la rupture, de tout éteindre. Il a décidé de ne pas avoir de téléphone professionnel, donc il est contacté sur son ordinateur via des Skype, des visioconférences ou des conférences tout court, ou sur son fixe au bureau qui renvoie les appels sur son téléphone personnel, mais qui du coup il peut couper pour ne pas être dérangé en dehors des horaires.
de travail. Il a également décidé de ne plus prendre de poste de manager. Donc son premier mini burn-out était à la suite d'un débordement quand il était manager. Et du coup, quelque part, il estime que son travail d'expert lui permet une plus grande marge de manœuvre temporelle que celui d'un manager avec un rapport au travail si passionnant, on va le dire. Et il a également fait tout un travail de routinisation en fait, de sa vie, on va dire, de sa vie personnelle, notamment de sa vie de couple, de son travail domestique. Donc en fait, je vous disais au tout début qu'il est en couple non cohabitant. Donc c'est un choix, voilà, avec sa compagne, ils ont choisi de chacun garder son appartement. Ils se voient les mardis et les jeudis soirs. Et il va la chercher les samedis en début d'après-midi. Il exerce une activité associative le samedi matin, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc il va la chercher le samedi après-midi. Ils passent tout le samedi après-midi et soirée ensemble. Et le dimanche matin, ils vont faire des courses ensemble pour leur ménage respectif, du coup. Donc ils anticipent cela avec une liste de courses dont on parlera juste après, des sacs isothermes dans la voiture, etc. Et après, il dépose sa compagne chez elle et il consacre la fin de son dimanche pour se reposer et faire un peu de travail administratif, voilà les petites activités à faire. Et donc, du coup, leur temps de couple est vraiment routinisé et ça permet en fait de mettre une borne au temps professionnel. Quelque part, Émeric, il sait que les mardis et les jeudis, il ne peut pas finir très tard, sinon ça va le mettre à défaut vis-à-vis de sa compagne. Et donc, malgré ce travail de désarticulation, en fait, Émeric, a des débordements qui lui sont plus difficiles à éviter et qui sont préjudiciables pour sa santé. En fait, il amène souvent du travail à la maison. Donc, il ferme certes son ordinateur, mais il l'amène dans sa tête. Il dit penser souvent au travail dans son sommeil et déclare avoir un sommeil très perturbé. Donc les sollicitations qu'on évoquait tout à l'heure, les petits mots, les petites questions, en fait, sont pour Émeric comme des énigmes, certes passionnantes à résoudre, mais quand il y en a trop, en fait, finalement, et quand il y pense dans son sommeil, ça passe d'être quand il se réveille, il passe de noter les solutions à donner aux collègues à en avoir beaucoup et à faire presque des insomnies, et le travail devient stressant. D'ailleurs, Émeric, en fait, il me dit qu'il travaille à 120%, et que ça devient difficile quand il est à 200%. Donc ça veut dire en fait quand il est à 120%, c'est qu'il est de 8h à 20h au travail. Et quand il commence à quitter le travail à 22h, c'est que ça va un peu trop loin. Et c'est là où le sommeil devient des insomnies et le stress commence à être préjudiciable pour sa santé. Donc suite à ces expériences de burn-out, Émeric a construit également un ensemble de pratiques pour veiller sur sa santé. Donc, d'abord, il s'est informé sur son cas via des lectures, mais aussi via des échanges avec des professionnels, la médecine du travail, des psys. Il a vu également une coach. Donc, on peut même interpréter en fait sa participation volontaire à mon enquête comme une manière de réfléchir davantage à la place qu'il accordait au travail. Donc ensuite de ces lectures et de ces échanges ont émergé un ensemble d'actions. Donc la première était celle d'agir sur son alimentation et sur son état physique. Donc Émeric, il partage son bureau avec 3 personnes et une bonne partie de son travail, comme on l'a dit tout à l'heure, repose sur des communications. Donc en fait, quand il est sur site en entreprise, il est rarement sur son bureau. Il passe les journées dans une sorte de cabine téléphonique pour mener des communications. Et du coup, en fait, il a introduit dans sa pratique du télétravail. Parce que quand il est chez lui, donc il a un grand appart pour lui tout seul de 60 mètres carrés, avec un grand salon qu'il a aménagé avec un bureau et le confort, écran, clavier, un siège, etc. Mais quand il passe ses appels depuis son appart, il marche en même temps. Et il me dit faire jusqu'à 10 000 pas dans une journée de travail. 10 000 pas qu'il chronomètre avec une montre connectée qu'il a achetée pour. Donc ça lui permet à la fois de suivre donc, son activité physique, mais aussi son rythme cardiaque. Donc il voit quand il commence à être un peu trop stressé. Donc on retrouve très bien cette dimension de quantification de soi que Corinne évoquait tout à l'heure. Donc, mais en fait, le télétravail, finalement, ce n'est pas la solution parfaite pour lui, parce qu'en fait, il se rend compte également que toutes les petites communications informelles qu'il voyait, en fait, se perdent et il accroît la quantité de mails à traiter. Et du coup, il exerce aussi un effort pour ne pas répondre trop vite
aux mails voilà, qui sont les mails qui pourraient répondre en quelques minutes et qui souvent négligent une partie de la complexité du problème. Et il essaye de se cadencer et de ne pas répondre trop vite pour éviter de passer de 120% à 200%, comme il le disait. Et il agit également donc, sur son alimentation. Il va régulièrement, quand il est sur site, prendre des pauses de 45 minutes avec ses collègues pour aller à la cantine. Mais quand il est en télétravail, il avait plutôt tendance à sauter les repas. Et du coup, pour pallier à cette absence de repas, donc justement, il mettait en place une réflexion sur ses courses et ses pratiques alimentaires. Donc, il achète un ensemble de plats surgelés, mais qui sont sains et qui lui limitent aussi en quantité. Parce qu'il me disait que quand il finissait à 22 heures, quand il est à 200%, en fait, il avait tendance à compenser avec une alimentation assez forte en quantité. Donc, voilà. Et donc, il mange des choses simples, mais équilibrées, et ça lui permet de maintenir une alimentation saine et limitée voilà, en quantité. Et il a aussi travaillé à routiniser en fait, sa pause midi quand il est en télétravail. Donc, sa formule, au moment de l'échange, je ne sais pas s'il l'a changé depuis, c'était de regarder des séries. Et notamment, donc, le bon combo était de faire 2 épisodes de 20 minutes d'une série qu'il appelle Feel Good, alors, qui lui permet de couper, mais aussi de se sentir un peu mieux. Donc, pour vous donner un exemple, celle qui regardait, c'était Brooklyn Nine-Nine. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui connaissent, mais voilà. Il regardait 2 épisodes de Brooklyn Nine-Nine pendant la pause déjeuner. Et voilà, ça le permettait de couper, de bien respecter sa pause. Et voilà. Parmi les autres pratiques qu'il a mis en place aussi, c'était les pratiques de loisirs le soir en semaine. Il a remplacé les séries le soir par de la lecture parce qu'il avait lu que justement arrêter les écrans quelques heures avant lui permettrait de mieux dormir. Et pareil, la lecture, il choisit également des bouquins feel good, là où avant il pouvait lire des choses un peu complexes, voire même des choses en écho au travail avant de se coucher. Donc, comme vous le voyez, une bonne partie de ces pratiques prennent place hors travail, et pourtant, elles ne sont pas du tout déconnectées du travail, car si Aymeric, en fait, il prend soin de sa santé, c'est pour pouvoir continuer à être heureux au travail. Donc, si on revient un peu rapidement sur cette activité associative que je vous disais, il exerce les samedis matins, donc c'est une activité de soutien scolaire, en fait, cette dernière n'est pas si éloignée de ça du travail. Quand je demandais à Aymeric de me décrire son rapport à l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, il me l'a initialement décrite comme étant déséquilibrée. Donc je vous le cite. « Vu de l'extérieur, quelqu'un qui ne serait pas dans ma tête me jugerait de déséquilibré en me disant « Aymeric, tu vis pour ton travail et pas le contraire. » Donc un peu plus tard, il me dit « Moi, ce que je pense, c'est que la vie, c'est avoir un sens, c'est avoir des interactions, c'est avoir du plaisir. Ce sont mes définitions de ce qu'est la vie. Tant que je suis qu'à 120% et non pas à 200%, finalement, j'ai des moments où je peux rigoler avec les collègues, j'ai des moments où je peux résoudre des problèmes difficiles, je peux faire bosser des gens ensemble. Finalement, ce que je fais en soutien scolaire, ça ressemble un petit peu à ce que je fais au boulot. C'est-à-dire avoir des personnes qui ont un problème et qui repartent avec une solution. Des gens qui ne vont pas bien et qui repartent en allant mieux. Des gens qui vont me faire un sourire et me dire « Merci Aymeric ». Donc voilà pour le cas d'Aymeric. Donc maintenant, je passe direct au cas de Claire, on comparera un petit peu à la fin. Donc Claire, qui du coup est dans la même entreprise, elle a 38 ans, elle occupe un poste de technicienne méthode dans son entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'elle rédige des documents, des procédures qui aident par la suite les techniciennes et techniciens à travailler. Elle est en CDI dans cette entreprise depuis 3 ans, mais en réalité, elle y travaille depuis 11 ans en ayant effectué des missions d'intérim. Ce changement des statuts d'emploi, en fait, est important dans le cas de Claire parce qu'il révèle, en fait, à la fois des éléments en matière de son rapport au travail, mais également la place qu'elle accorde à son travail d'articulation et son travail d'articulation de longue durée. En fait, en effet, Claire, elle ne voulait pas vraiment être technicienne méthode, elle voulait être ingénieure lumière. Et elle a donc un bac+2 en électronique, ce qui lui a permis d'ailleurs de cumuler des missions d'intérim dans cette entreprise et tout en essayant en fait de se faire une place dans le milieu du spectacle. Mais après une dizaine d'années, on va dire entre les deux, elle a renoncé à ce projet professionnel car elle le jugeait difficilement compatible avec une vie de famille. Être ingénieur lumière lui exigeait d'avoir une disponibilité de travail le soir ou les week-ends et aussi ne lui fournissait pas une stabilité financière suffisante. Donc, son arrivée en CDI dans l'entreprise peut être interprétée en fait comme un travail d'articulation de long temps.
D'ailleurs, si on regarde son ancienneté en CDI, c'est de 3 ans et son enfant a 2 ans et demi. Donc, je vous laisse faire les calculs. Donc, à l'inverse du cas précédent, pour Claire, ce qui est central est plutôt la sphère familiale et pas le travail. Donc, mais pour rendre celle-ci soutenable, un emploi stable qui ne lui demande pas forcément une disponibilité professionnelle outre mesure et avec un niveau de salaire convenable lui semblait indispensable. Donc si Émeric, lui, il avait cherché un appartement à côté du travail pour faciliter ses déplacements, en fait, Claire a choisi cette entreprise parce qu'elle n'était pas très loin de son domicile. Et quand je dis son domicile, pour être un peu plus précise, en fait, c'est le domicile de son propre père, parce qu'elle et son compagnon sont retournés habiter avec donc le père de Claire, qui lui est médecin, donc il a des revenus un peu, on va dire, plus amples que celui de Claire et son compagnon, qui sont tous les deux techniciens dans la même entreprise, même si pas sur le même site. Et lui, qui est en horaire posté, il fait du 2-8. Et donc, ça leur permettait d'avoir accès à un niveau de vie, on va dire, plus ample. Et sachant que la maison est assez grande pour permettre que les 3 générations vivent sur le même toit sans trop de promiscuité. Mais aussi, en fait, Claire a fait ce choix en anticipant le fait d'avoir un rôle de proche aidante par la suite. Donc, son père est en bonne santé maintenant, mais pour les années futures, elle se dit, si on est déjà sur le même toit, ce sera plus simple si jamais il y a un petit pépin. Donc, le père qui est divorcé et dont Claire est la seule fille. Donc, si les conditions d'emploi et la localisation de l'entreprise semblent ici être des éléments fondamentaux à l'articulation, et on peut voir justement comment Claire les a mis en place, les a construits, le contenu de son travail professionnel est également important en fait pour que cette articulation tienne. Donc les travaux qu'elle réalise lui permet une certaine distance avec le modèle de la hâte que caractérisait Corinne tout à l'heure. Son travail est prévisible, il ne déborde pas. Qu'elle finisse de rédiger une procédure le soir même ou le lendemain matin, en fait, ça chamboule pas toute la chaîne de production. Son travail n'est pas densifié. Elle peut bien envoyer des petits textos pour voir si son enfant est bien arrivé de l'école. Elle peut également adapter en fait la manière dont elle organise son travail et elle peut télétravailler depuis les accords passés en entreprise en 2020 après la crise sanitaire. Donc quelque part, en fait, Claire n'est pas dans le fameux modèle de la hâte qu'on décrivait tout à l'heure. Donc, si bien son milieu professionnel et son travail n'est pas source d'aléa pour Claire, en fait, ça va être celui de son mari. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il travaille en horaire décalé, donc il alterne une semaine sur l'autre, et elle est obligée d'adapter ses horaires de travail à elle pour pouvoir mener l'alternance de travail parental vis-à-vis de son fils. Donc, quand c'est son mari qui est du matin, c'est elle qui dépose l'enfant à la crèche, et c'est lui qui va le chercher, et inversement, quand il est du soir, il le dépose, et c'est elle qui va le chercher. Donc ainsi, elle adapte ses horaires d'une semaine sur l'autre. Cet ajustement implique que Claire réalise un travail de désynchronisation vis-à-vis de son conjoint, mais de synchronisation vis-à-vis de son équipe. Donc on retrouve les stratégies d'articulation dont je vous parlais tout à l'heure. Mais aussi, elle doit veiller en fait quotidiennement à respecter donc, les horaires de présence obligatoires sur site, donc qui sont de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h30. Et elle doit suivre en fait de manière hebdomadaire ses horaires pour voir qu'elle a bien fait ses 36h50 hebdomadaires. Et puis, si elle a un peu dépassé d'une semaine sur l'autre, tenter de rattraper à la fin du mois en mesure du possible. Si elle a 8 heures à rattraper, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc ces ajustements ne sont pas sans conséquence en fait sur le quotidien de Claire, parce que c'est pas non seulement pour elle la famille qui prime, mais ce qui est plus important pour elle, ce qui pour elle caractérise une bonne semaine, une semaine qui s'est bien passée, où l'articulation a été satisfaisante, c'est, elle dit, quand j'ai réussi à faire pas mal de choses à mon fils. Donc, les horaires alternants de son mari viennent défier cette ambition pour Claire, parce que quand c'est elle qui récupère le petit et non pas son mari, elle lui fait faire plusieurs activités qui vont faciliter et fluidifier, donc l'autre stratégie d'articulation, le travail parental du soir. Donc, je la cite, « Je vais chercher mon fils, on fait notre balade pendant 1 heure, 1h30, on va voir un tel si on a envie, c'est plus agréable. Et justement, mon fils aussi aime bien. Et c'est pour ça que derrière, on est calme. C'est pour ça que derrière, il veut bien manger tranquillement, il veut bien dormir tranquillement. » Alors que, du coup, quand c'est le mari qui récupère le petit, elle dit « ils font rien. » Et donc, le petit, il est plus irrité le soir, ce qui complexifie le travail parental et émotionnel pour s'en occuper du petit, et puis ce qui vient empiéter, en fait, sur le temps de sommeil de Claire le soir.
Donc cet écart de manière de s'occuper de l'enfant n'est pas dû, on va dire, à des questions de genre immédiatement ou des différences dans le rapport à la parentalité. Non, en fait, c'est dû au contenu du travail du mari. Donc Claire m'explique que son mari dit ne pas vouloir faire des balades avec le fils après le travail, car il est trop fatigué. Elle dit, il est logisticien, il se déplace d'un site à l'autre tous les jours, il marche beaucoup en journée et il me dit, moi, j'en ai marre de marcher. Donc ces exemples permettent de voir clairement la porosité entre les sphères professionnelles et personnelles en allant au-delà de l'approche individuelle. On voit en fait comment c'est la sphère professionnelle du mari de Claire qui impacte en fait sur la vie à la fois personnelle et professionnelle de Claire. Donc pour finir avec le cas de Claire, je voulais également partager un dernier élément avec vous, c'est le fait qui permet aussi d'aborder la porosité temporelle, mais on va dire en ne prenant pas le travail professionnel comme l'étalon central. Donc je vous disais que Claire, elle voulait travailler dans le milieu du spectacle et elle n'a pas complètement abandonné, on va dire, cette ambition d'expression, de créativité culturelle. En fait, elle l'exerce cette fois-ci au travers de son travail parental. Elle m'a décrit beaucoup d'activités avec son fils et pour son fils qui revêtent de cette créativité. Donc, ils font des pochoirs originaux pour les différentes périodes de l'année, pour Noël, pour Halloween. Ils font de la musique ensemble tous les soirs, ils inventent des chansons, ils composent des chansons ensemble, ils cuisinent des plats du monde. Il y avait des petites recettes réunionnaises dans la description des journées. Bref, toutes ces activités-là qu'elle fait avec son fils lui permettent en fait de exprimer au même temps ses loisirs à elle, mais aussi son travail et ses attentes vis-à-vis de la parentalité. Donc bref, pour finir et comparer un petit peu ces deux cas, je voulais vous partager quelques enseignements. Donc le premier, en fait, c'est que les individus, on voit comment ils sont acteurs de leur temps, comment ils composent en fait avec les contraintes et les ressources qui sont à leur disposition, à la fois dans le temps présent, mais aussi pour leur temps futur. En fait, deuxièmement, que ces temps en fait sont poreux. En fait, on voit à quel point les sphères de vie se mélangent, non seulement pour un seul individu, mais aussi collectivement, comment ça s'imbrique dans un même milieu. On pourrait même parler d'écosystème, hein, si on suit la démarche d'écologie temporelle. Et enfin, ces cas nous permettent aussi de voir comment le travail d'articulation constitue à ces jours en fait une dimension invisible et invisibilisée, mais qui est nécessaire en fait à l'implication que veulent accorder les individus dans la sphère professionnelle. Donc bref, ces éléments sont une invitation notamment à décloisonner les frontières entre travail professionnel et personnel. Je repasse la parole à Corinne. Oui, c'est juste pour conclure, on a combien de temps encore? 3 minutes? Non mais tu nous as enlevé du temps, c'est pas possible. Bon, si on s'intéresse aux pratiques temporelles, ça permet d'interroger la pertinence des catégories travail hors travail. On voit bien qu'en fait, il y a une très grande porosité et qu'il y a des contraintes et ressources dans toutes les sphères. Donc je vais passer sur certaines choses que je voulais vous dire, mais donc Serge Volkoff et moi, dans notre bouquin, on a essayé vraiment de mettre en avant cette ingénierie des temps et on parle de ce que les ergonomes peuvent en faire. Donc je ne vais pas refaire la liste ici, mais voilà, ce qu'on peut en faire à une échelle située. Alors ça, ce sont des ressorts de l'ergonomie qu'on connaît ici, mais vraiment orienté sur les questions des pratiques temporelles, et puis ça pose des questions à une échelle un peu plus macro sur la manière dont on peut rendre visible cette ingénierie des temps et comment elle peut s'inviter au débat relatif à la conception de l'organisation du travail, pour le dire très rapidement. Ça questionne un certain nombre de prêt-à-penser pas discutable autour de l'idée de la mobilité, c'est bien, changer c'est bien, etc. Donc voilà, je passe là-dessus parce que ce sont des choses qui vous sont un peu plus familières. Ce que je trouve plus intéressant, c'est que finalement, Valéria, en invitant le hors-travail, vient questionner, en tout cas ces pratiques temporelles à travers ces deux cas, questionne en conséquence nos propres usages des mots travail et activité. L'activité n'est pas que l'activité de travail et le travail n'est pas que le travail rémunéré. Donc au-delà des débats théoriques qu'on ne va pas entamer ici, qui ont lieu dans plusieurs disciplines, la question qui nous est posée, c'est est-ce que l'écologie temporelle fait partie de notre périmètre d'action ou pas? Et donc nous, vous aurez compris, on milite plutôt que oui.
pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une composante de la santé, c'est ce que Valéria a voulu montrer. Et je pense qu'elle a été surprise elle-même de voir comment le poids de la construction de la santé traversait ces pratiques temporelles en permanence et ne se souciait pas de ce qui relevait du travail ou du hors-travail. Et puis aussi parce que le travail de Valéria est issu d'une demande ou en tout cas d'un relais de préoccupation des services de santé d'une des deux grosses entreprises qui avait du mal, justement, qui se limitait à aller voir dans la vie privée des autres. Et finalement, Valéria a fait un pont et leur a permis de s'outiller pour sortir, pour passer de questions de problèmes individuels, souvent après coup, éponger les burn-out, accompagner les reconversions, à des préoccupations collectives d'articulation des temps et peut-être envisager une politique de prévention qui envisage un peu différemment la QVT que comme un service de conciergerie, une crèche à côté ou un baby-foot. Alors ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas bien, mais c'est un peu plus que ça. Alors, évidemment, ça interroge aussi nos méthodes et notamment la manière dont on peut se saisir des temporalités. Je mets de côté. Il me semble aussi que ces questions de pratiques temporelles et d'examen des pratiques temporelles, c'est aussi une voie de dialogue pour les ergonomes. Analyser les temps et leur contenu permet de sortir de cette vision dogmatique gestionnaire par laquelle l'intensification et le modèle de la hâte est inéluctable et non négociable. Et puis c'est aussi participer à répondre à des attentes sociétales de maîtrise de rythme de vie et peut-être positionner l'ergonomie dans ses rapports à l'écologie. Alors peut-être une écologie dans une conception un peu différente que celle qu'on a examinée hier, mais qui reste une approche de l'écologie avec l'idée d'un écosystème et des temps qui s'allient plutôt que concurrentiels. Et je m'arrêterai là pour respecter à peu près le temps.